C'est une détermination sans faille, une volonté inébranlable, 2 convictions, 2 visions qui s'unissent pour changer les choses. Cette fondation, c'est un duo. C'est une force commune qui va de l'avant. Ce sont 2 axes, une philosophie, un objectif. Penser et construire l'avenir ensemble. Ce qui nous fait avancer, ce qui nous unit, c'est notre force collective. C'est depuis 15 ans maintenant nourrir le corps et l'esprit. L'alimentation durable et l'art citoyen sont aujourd'hui des évidences. Ils ouvrent des espaces de dialogue, rapprochent les mondes, renforcent les liens et dessinent une société plus juste, plus vivante, plus solidaire. Le soutien de la Fondation, il vient précisément là où on est impuissant ou incapable de justifier ou de légitimer une démarche d'expérimentation auprès de nos collectivités. Sortir d'aspects quantitatifs pour aller vers des aspects beaucoup plus qualitatifs, expérimentaux. Donc en fait, Kerasso, c'est l'endroit où la liberté d'inventer, d'expérimenter et de rendre compte, évidemment, est rendue possible. Le rôle d'une fondation comme la Fondation Daniel et Nina Kerasso sur Pégase, je pense que ça a été le fait que ce soit un tiers de confiance. Ça a permis déjà le temps long, parce que 5 années, c'est très très rare dans le cadre de la mise en œuvre de dispositifs ou de programmes dans le champ scolaire. Alors, IPS Food est un panel d'experts qui a été créé en 2015 pour donner des recommandations au gouvernement et aux institutions quant à la manière de réformer les systèmes alimentaires pour en améliorer la durabilité. C'est le comité scientifique de la Fondation qui a identifié un manque dans le paysage scientifique à l'époque. Depuis 15 ans, cette fondation pense, remet en question, invente, agit et transforme. Oui, c'est la maison. C'est la Fontainebleau, Ferme de Paris. VRAC, c'est un projet qui est ouvert à tous, qui vise particulièrement à lutter contre 2 injustices majeures. L'inégal accès à une alimentation de qualité pour des raisons économiques et l'inaccessibilité physique à une alimentation de qualité. On souhaite aussi que via notre projet, on génère des actions de démocratie alimentaire. VRAC, c'est aussi un projet qui se veut être solidaire avec ceux et celles qui produisent. Il faut savoir qu'il y a environ 20% des paysans, paysannes qui sont sous le seuil de pauvreté aujourd'hui. On s'inscrit dans la durée des partenariats, dans la durée avec nos producteurs et on ne négocie pas les prix. Et ça, c'est vraiment important pour nous. On y va, allez, allez. Allez, on descend, allez, allez. C'est bien, c'est bien. C'est bien. On y va. Je suis Abdenour, je suis éleveur de chèvres et fromagers dans cette ferme-là. Je suis associé avec ma compagne Isabelle. L'une des valeurs de la paysannerie, c'est vraiment de garder le lien avec les gens qui sont autour de nous, les citoyens qui mangent nos fromages, notre viande. Donc il y a tout un lien d'engagement qui se fait au quotidien. On travaille ensemble sur des projets environnementaux pour améliorer le vivant dans la ferme, quoi. Tels que des projets d'agroforesterie, des projets de biodiversité, mettre en place des mares dans une ferme, ainsi de suite. Culture-agriculture, c'est 2 domaines qui, a priori, paraissent très éloignés, mais au final, c'est vraiment le même combat. Ce sont 2 domaines qui dépendent essentiellement des subventions, qui sont très fragilisées, en particulier dans le contexte actuel. Et pour autant, c'est 2 choses complètement essentielles à notre vie quotidienne, puisqu'il y en a un qui va nourrir le corps, l'alimentation, et l'autre qui va nourrir l'esprit, la culture. Et en ruralité, c'est particulièrement important d'en faire des leviers d'attractivité, simplement parce qu'il est primordial que les campagnes redeviennent désirables, et puis des fermes ouvertes sur leur territoire qui permettent de se réapproprier les enjeux de l'alimentation, c'est aussi essentiel. Mon projet a vraiment 2 aspects, un aspect environnemental, un aspect sociétal. Je pense que ça rejoint le projet de Polymorphe. Quand on parle d'écologie et d'environnement, on est souvent dans des discours qui sont très universalisants et finalement assez peu territorialisés ou assez peu de l'ordre de l'intime. Et il me semble que l'art peut amener justement à des récits qui soient plus intimes. Et donc c'est finalement par l'imaginaire qu'on va pouvoir s'ancrer dans le réel. Comment amorcer une transformation durable si on ne sait pas vivre ensemble? Cette fondation nourrit le corps et l'esprit aujourd'hui pour penser demain.
Il n'y a pas de travail artistique qui soit déconnecté d'un engagement citoyen. Et moi, j'ai toujours le sentiment, quand je travaille, avant d'être artiste, j'ai l'impression d'exercer une fonction poétique, mais qui est une fonction citoyenne, c'est-à-dire que je me demande toujours la question de l'utilité. Quand je fais une œuvre d'art, quand je crée un processus, est-ce qu'elle est utile à la société? Est-ce qu'elle va permettre à la société d'aller mieux? Est-ce qu'elle va produire de la réconciliation? Et après, l'idée, c'est qu'il y ait juste une dizaine d'artistes par an qui viennent en résidence et à qui on demande à chaque fois de créer des pièces en relation avec le lieu, en relation avec le bâtiment, en relation avec les résidents, en relation avec les soignants, en relation avec toutes les personnes de la communauté. Ça veut dire que la culture, c'est à la fois la mémoire et c'est à la fois une promesse, et une promesse d'avenir commun. S'il n'y a pas de culture, il n'y a pas de construction ensemble et il n'y a pas de fondation, il n'y a pas d'héritage sur lequel se baser pour pouvoir construire ensemble. Donc, toutes les questions qui semblent accessoires, elles sont liées à cette dimension-là puisque la culture nous fonde et elle ne nous divise pas contrairement à d'autres dimensions. La sensibilité, c'est très important dans ce monde, et la rationalité aussi. Mais si ces deux domaines sont cloisonnés, en fait, ils sont stériles. Donc c'est dans cette rencontre, dans ce décloisonnement, qu'on peut inventer les solutions aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. C'est uniquement par l'hybridicité, le décloisonnement, par des réponses polymorphes. On constate une évolution quand même significative. C'est que les espoirs qui avaient été mis dans la capacité et la volonté des gouvernements d'amener le changement, ces espoirs ont été largement déçus. Et le centre de gravité de l'innovation s'est déplacé des gouvernements vers des acteurs locaux, territoriaux. Ce qui est très prometteur aussi, c'est que des nouvelles alliances émergent qui auparavant n'étaient pas concevables entre des acteurs qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la relation artiste-scientifique. Et en fait, artistes scientifiques et citoyens, que ce soit d'autres citoyens ou ces individus artistes et scientifiques en tant que citoyens. L'Hexagone a été pionnier dans cette démarche d'aller vraiment questionner ces terrains de croisement entre art et science, très singulier, très difficile à défendre. Et c'est pour moi le sens de ce que art et science, et en particulier avec la Fondation Carasso, a aujourd'hui et pour quelques années. Polymorphe est constamment en train de tisser des liens, de bâtir, on va dire, des ponts entre des personnes très différentes. Et en fait, c'est par ces rencontres, par ces liens qu'on peut décloisonner et qu'on peut à nouveau se comprendre. Dans des périodes qui sont fragiles pour la société, des périodes de tension, des périodes de crise, l'art est quand même un espace de réparation possible. C'est un espace de réparation parce que c'est un lieu où on prend en compte l'humanité, la dignité des gens et on travaille à ce qui nous rassemble, à ce qui fait humanité commune. Et je pense que c'est une des forces de l'art. C'est Boltanski qui disait toujours que, passé 60 ans, chaque personne est un musée vivant. Et je trouve que c'était une belle définition du patrimoine, c'est-à-dire de prendre soin, notamment des vieilles et des vieux qui nous entourent et qui rentrent dans une période de fragilité de leur vie, d'en prendre soin et d'en faire non plus considérer la vieillesse comme une charge, mais comme une richesse, comme une ressource patrimoniale dont on prendrait soin. 15 ans déjà. Et si nous sommes arrivés jusqu'ici, c'est grâce à vous. Merci pour votre confiance, votre énergie et votre engagement. Ensemble, continuons à écrire l'avenir.